Jeanne pousse la porte de la maison familiale avec un sourire radieux. Dans sa main, la petite boîte de velours rouge contient la bague de fiançailles que Lucas lui a offerte la veille. Son cœur bat fort. Après 28 ans de vie, elle va enfin annoncer une nouvelle heureuse à ses parents. Marie lève à peine les yeux de son magazine de décoration quand sa fille adoptive entre dans le salon bourgeois. Philippe, installé dans son fauteuil en cuir, continue de lire son journal financier sans même la saluer. L'atmosphère froide de cette maison n'a jamais changé. Mais aujourd'hui, Jeanne refuse de s'en laisser affecter. « Papa, maman, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. » Elle s'assoit face à eux, la boîte serrée dans ses mains moites. Marie soupire d'agacement, comme si cette interruption était un dérangement majeur. Philippe plie son journal avec une lenteur calculée, affichant déjà son irritation. « Lucas m'a demandé en mariage hier soir. Nous nous marions l'année prochaine. » Le silence qui suit glace le sang de Jeanne. Marie pose brutalement son magazine sur la table basse, les traits déformés par une colère qu'elle ne cherche même pas à dissimuler. Philippe se lève d'un bond, rouge de fureur. « Tu es complètement folle !» explose Marie. « Tu vas épouser cet ouvrier, ce mécanicien aux mains sales. Nos amis du club de golf vont se moquer de nous. Notre réputation sera ruinée, » renchérit Philippe, arpentant le salon comme un fauve en cage. Jeanne tente de garder son calme, même si leurs mots la blessent profondément. Elle connaît leurs préjugés depuis longtemps, mais elle espérait secrètement qu'il finirait par accepter l'homme qu'elle aime. Lucas est quelqu'un de bien. Il me rend heureuse, c'est tout ce qui compte. Ce qui compte, ricane Marie avec un mépris glacial. Tu vas détruire tout ce qu'on a construit socialement. Tu n'as aucune reconnaissance. Le mot frappe Jeanne comme une gifle. Reconnaissance ? Elle qui a passé sa vie entière à essayer de mériter leur amour, à financer leurs caprices, à être la fille parfaite qu'ils n'ont jamais reconnue comme telle. Reconnaissance, répète-t-elle, la voix tremblante. J'ai toujours tout fait pour vous faire plaisir. Philippe s'arrête net devant elle, ses yeux bleus devenus glacials. Dans ce regard, Jeanne ne lit plus aucune trace d'affection parentale, juste une froideur terrifiante. Tu veux qu'on parle de reconnaissance ? Très bien. Tu n'es qu'un invité dans cette maison, Jeanne. Tu n'as jamais été notre vraie fille. Les mots tombent comme des pierres dans un puits sans fond. Jeanne sent le monde vaciller autour d'elle. Marie sourit cruellement, comme si elle prenait plaisir à la voir souffrir. Tu as été adoptée à 4 ans. Tes vrais parents t'ont abandonnée comme un déchet. Nous, on t'a recueillie par charité chrétienne. La bague de fiançailles glisse des mains tremblantes de Jeanne et roule sur le parquet ciré. 24 ans de mensonges s'effondrent en quelques secondes. Tout s'explique soudain, cette distance émotionnelle, ces comparaisons blessantes, ce sentiment permanent de ne jamais être à la hauteur. Maintenant, va-t'en. Tu es morte pour nous, hurle Philippe en désignant la porte. Va t'installer là où ils te veulent vraiment. Marie monte à l'étage et redescend avec la valise de Jeanne qu'elle jette violemment dans l'escalier. Les vêtements s'éparpillent sur les marches comme des larmes de tissu. Jeanne ramasse sa bague d'une main tremblante et regarde une dernière fois ces 2 personnes qui ont élevé son corps, mais jamais nourri son cœur. Dans leurs yeux, elle ne lit aucun regret, aucune humanité. Elle sort dans la nuit froide d'octobre, sa valise défaite à la main, et compose le numéro de Lucas. Une seule certitude l'habite désormais. Elle ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison. Mais au fond d'elle, une question brûlante commence déjà à germer. Qui étaient vraiment ses parents biologiques ? Lucas ouvre sa porte avant même que Jeanne n'ait fini de sonner. Le visage défait de sa fiancée lui raconte tout ce qu'il a besoin de savoir. Sans un mot, il l'enveloppe dans ses bras puissants, sentant ses tremblements contre sa poitrine. L'odeur familière de son atelier, mélange d'huile moteur et d'aftershave, apaise immédiatement Jeanne. « Ils m'ont jeté dehors », murmure-t-elle, la voix brisée. « Je suis adoptée, Lucas. Ils me l'ont caché pendant 24 ans. » Il resserre son étreinte sans poser de questions. Dans ce petit appartement au-dessus du garage, Jeanne trouve enfin la chaleur humaine qui lui a toujours manqué. Lucas prépare du thé en silence, laissant à sa fiancée le temps de reprendre ses esprits. Assise sur le canapé défraîchi mais confortable, Jeanne contemple sa nouvelle réalité. Tout ce qu'elle possède tient dans cette valise éventrée. À 28 ans, elle doit reconstruire sa vie entière sur de nouvelles fondations. « Raconte-moi tout »,
dit doucement Lucas en s'installant à côté d'elle. Jeanne lui relate la scène atroce, les mots cruels, l'indifférence glaciale de Marie et Philippe. Plus elle parle, plus elle réalise l'ampleur de l'hypocrisie qui l'a entourée toute sa vie. Ces gens qui prêchaient la famille et les valeurs chrétiennes venaient de la renier avec une brutalité inouïe. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» confie-t-elle en serrant la main calleuse de Lucas. « C'est de comprendre que je n'ai jamais été leur fille. J'étais juste un projet caritatif. » La nuit porte conseil, dit-on. Celle-ci apporte surtout des révélations douloureuses. Incapable de dormir, Jeanne fait mentalement le bilan de ses 24 années. Elle gagne 2 300 € par mois comme employée comptable, un salaire honnête qui lui permet de vivre décemment. Ses économies s'élèvent à 18 000 €, fruit de sa rigueur financière. Mais en calculant attentivement, elle découvre quelque chose de troublant. Depuis qu'elle travaille, soit 8 années complètes, elle a constamment aidé Marie et Philippe financièrement. Vacances aux Seychelles, payées ensemble, voiture neuve prêtée à Philippe et jamais remboursée, travaux de la maison avancés par Jeanne, cadeaux d'anniversaire toujours plus coûteux pour faire plaisir. 30 000 €, chuchote-t-elle dans l'obscurité. Je leur ai donné 30 000 € en 8 ans. Lucas se retourne dans le lit, à moitié endormi. Qu'est-ce que tu dis ? Rien, mon amour. Dors. Mais Jeanne ne peut plus fermer l'œil. Ces chiffres dansent dans sa tête comme des fantômes. 30 000 € de sa sueur, de ses économies, de ses sacrifices. Offerts avec amour à des gens qui la considéraient comme un invité dans leur propre maison. Le lendemain matin, Lucas part tôt au garage, non sans avoir embrassé tendrement sa fiancée. Seule dans l'appartement silencieux, Jeanne prend une décision qui changera tout. Elle sort ses papiers personnels de la valise et cherche ses documents d'adoption. L'acte de naissance falsifié la fait frémir. Parents, Marie et Philippe Rousseau. Mensonge. Le vrai document d'adoption, lui, mentionne les services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime comme organisme responsable. Jeanne allume l'ordinateur portable de Lucas et commence ses recherches. Le site officiel du conseil départemental explique clairement les droits des adoptés. Accès au dossier personnel, possibilité de retrouver ses origines, accompagnement psychologique. Elle note soigneusement les démarches à entreprendre. Première étape, prendre rendez-vous avec les services sociaux. Délai d'attente moyen, 6 mois. Deuxième étape, s'inscrire à des cours du soir pour évoluer professionnellement. Si elle doit reconstruire sa vie, autant la construire mieux qu'avant. Son téléphone portable vibre. Numéro de Marie. Jeanne hésite un instant, puis décline l'appel. Puis un autre de Philippe. Même réaction. Elle bloque définitivement leur numéro et efface leur contact. Cette rupture symbolique lui procure un soulagement inattendu. Pour la première fois de sa vie, elle n'a plus à subir leurs jugements, leurs exigences, leurs manipulations affectives. Le soir, quand Lucas rentre du travail, il trouve Jeanne penchée sur des brochures de formation continue. « Gestion comptable avancée ?» lit-il par-dessus son épaule. « Je veux évoluer. Devenir responsable comptable, puis peut-être chef d'entreprise. Je ne veux plus jamais dépendre de qui que ce soit. » Lucas sourit avec fierté. Cette femme qu'il aime retrouve déjà sa force intérieure. Mais ce qu'il ignore, c'est que Jeanne vient de prendre une autre décision secrète. Marie et Philippe ne recevront plus jamais un centime d'elle. Plus un cadeau, plus un prêt, plus un service gratuit. Ils vont enfin découvrir ce que vaut réellement leur charité chrétienne, sans l'aide financière de celle qu'ils ont rejetée. Dans 6 mois, ils comprendront peut-être qui était vraiment l'invité dans cette relation familiale. 3 semaines ont passé depuis cette nuit terrible. Jeanne a trouvé son rythme dans l'appartement de Lucas, transformant peu à peu cet espace masculin en véritable foyer. Chaque matin, elle part travailler avec une détermination nouvelle, comme si cette rupture familiale avait libéré une énergie jusque-là bridée. Ce mardi matin, elle prend enfin son courage à 2 mains et compose le numéro des services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime. La standardiste, Madame Durand, écoute patiemment sa demande d'accès à son dossier d'adoption. « Mademoiselle Rousseau, vous avez effectivement le droit de consulter votre dossier. Cependant, la procédure est assez longue. Comptez au minimum 6 mois d'attente avant le premier rendez-vous. » 6 mois.
Jeanne note soigneusement les documents à fournir. Acte de naissance, pièce d'identité, justificatif de domicile. L'administration française et sa bureaucratie légendaire. Mais au moins, c'est possible. Une dernière chose, ajoute Madame Durand. Préparez-vous psychologiquement. Parfois, la vérité peut être difficile à entendre. Ces mots résonnent dans l'esprit de Jeanne pendant tout le trajet vers son bureau comptable. Que cache son passé? Pourquoi ses parents biologiques l'ont-ils abandonné? Étaient-ils vraiment des déchets, comme l'avaient cruellement affirmé Marie et Philippe? Le soir même, Lucas rentre du garage avec une surprise. Une brochure de formation continue qu'il a récupérée à la chambre de commerce. Gestion comptable avancée. Les cours ont lieu le mardi et jeudi soir. Ça te dit? Jeanne feuillette le programme avec intérêt. Cette formation pourrait lui ouvrir les portes d'un poste de responsable comptable avec un salaire plus confortable. Plus important encore, elle lui donnerait l'indépendance financière totale qu'elle recherche. C'est 800 € pour 6 mois, précise Lucas. On peut partager les frais si tu veux. Cette générosité spontanée touche Jeanne au cœur. Lucas n'a pas des revenus énormes avec son garage, mais il n'hésite pas à investir dans leur avenir commun. Quel contraste avec l'égoïsme de ses parents adoptifs. « D'accord, mais je paye ma part », répond-elle fermement. Pendant ce temps, à 15 kilomètres de là, Marie et Philippe découvrent les premières conséquences de leur cruauté. Leur facture d'électricité impayée leur rappelle brutalement que Jeanne avançait toujours ce genre de dépenses. Philippe compose le numéro de sa fille adoptive, mais tombe directement sur la messagerie vocale. « Elle nous boude encore », grommelle-t-il en raccrochant. Marie, elle, commence à réaliser l'ampleur de l'aide financière que Jeanne leur apportait discrètement. Tous ces cadeaux qu'elle faisait, ces prêts jamais réclamés, ces services gratuits. Sans elle, leur train de vie devient soudain difficile à maintenir. « Rappelle-la », insiste Marie, inquiète. Elle finira bien par répondre. Mais Jeanne a définitivement tourné la page. Chaque soir, elle étudie ses cours de comptabilité avec acharnement, encouragée par Lucas qui lui prépare du café et vérifie ses exercices. Cette nouvelle vie simple mais authentique lui apporte une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. 1 mois plus tard, sa première paie depuis le départ tombe sur son compte. 2 300 € intégralement conservés pour elle. Plus de cadeaux forcés, plus de prêts déguisés, plus de chantage affectif. Cet argent lui appartient enfin complètement. Elle calcule rapidement. En 1 an, elle peut économiser près de 15 000 € supplémentaires. De quoi voir venir et financer ses projets futurs. Son téléphone vibre. Numéro inconnu. Jeanne décroche prudemment. « Mademoiselle Rousseau ? Ici Madame le maire, assistante sociale. J'ai une excellente nouvelle concernant votre dossier d'adoption. Un désistement nous permet de vous proposer un rendez-vous dans 15 jours. Êtes-vous toujours intéressé ? Le bureau de Madame le maire sent l'encaustique et le café refroidi. Cette femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant étale le dossier de Jeanne sur sa table avec précaution, comme s'il contenait des secrets explosifs. Mademoiselle Rousseau, votre adoption a été finalisée en 1999. Vous aviez 4 ans. Vos parents biologiques. Jeanne retient son souffle. Enfin, elle va connaître la vérité. Sophie et Marc Moreau sont décédés dans un accident de voiture. Vous étiez leur unique enfant. Le soulagement submerge Jeanne comme une vague tiède. Ses parents ne l'ont pas abandonnée. Ils sont morts. C'est tragique, mais ce n'est pas un rejet. Marie et Philippe lui ont menti sur ce point aussi. « Aviez-vous d'autres membres de famille ?» demande-t-elle, la voix tremblante d'espoir. Madame le maire tourne quelques pages du dossier administratif avec lenteur. « Votre grand-mère maternelle, Henriette Moreau, 76 ans. Elle habite Dieppe. Selon nos archives, elle a tenté plusieurs fois de reprendre contact avec vous, mais l'adoption était fermée à l'époque. Une grand-mère. Jeanne a une grand-mère qui l'a cherchée pendant 24 ans. Cette révélation lui coupe le souffle. Puis-je la contacter ? Bien sûr. Voulez-vous que je l'appelle d'abord pour vérifier qu'elle souhaite toujours vous rencontrer ? 3 heures plus tard, le téléphone de Jeanne sonne. Un numéro de Seine-Maritime qu'elle ne connaît pas. Allô ? Jeanne ? C'est grand-maman Henriette. Cette voix cassée par l'émotion et les années fait fondre le cœur de Jeanne. Elle s'effondre en larmes sur le canapé de Lucas, incapable de prononcer un mot. « Ma petite chérie,
J'ai attendu cet appel toute ma vie. Tu peux venir me voir quand tu veux. J'habite toujours la même maison à Dieppe, celle où ta maman a grandi. Pendant ce temps, à l'école de comptabilité, Jeanne impressionne ses professeurs par sa rapidité d'apprentissage et sa motivation. Monsieur Bertrand, le formateur principal, la convoque après le cours du jeudi. Mademoiselle Rousseau, votre patron actuel serait-il ouvert à une discussion? Vos résultats sont excellents. Vous méritez une revalorisation. Le lendemain matin, armée de ses nouveaux diplômes et de la recommandation de son professeur, Jeanne frappe à la porte du bureau de Monsieur Duval, son directeur. « Jeanne, entrez, entrez. J'ai justement reçu un appel élogieux de votre école. Félicitations pour vos résultats. » La négociation se déroule mieux qu'espéré. Monsieur Duval lui propose immédiatement une promotion. Employé comptable senior avec une augmentation à 2 700 € mensuels. Une progression significative qui récompense ses efforts. Merci Monsieur Duval. J'accepte avec plaisir. En sortant du bureau, Jeanne calcule mentalement. 400 € de plus par mois, cela représente 4 800 € supplémentaires par an. De quoi accélérer ses projets d'indépendance. Cette même semaine, Marie et Philippe découvrent amèrement les conséquences de leurs actes. Leur compte en banque affiche un découvert de 800 €. Sans les petites aides discrètes de Jeanne, ils peinent à boucler leur fin de mois. « Il faut qu'on l'appelle », insiste Marie, de plus en plus inquiète. Elle a toujours été raisonnable. Philippe compose le numéro de Jeanne, mais celui-ci ne correspond plus à aucun abonné. Elle a changé de téléphone et ne leur a pas donné le nouveau numéro. « Cette ingrate nous fait du chantage », grommelle Philippe, refusant d'admettre leur tort. Mais Marie commence à comprendre. Tous ces cadeaux que Jeanne leur offrait, ces services rendus gracieusement, ces prêts jamais réclamés, leurs filles adoptives subvenaient discrètement à une partie de leurs besoins sans qu'ils s'en rendent compte. Le dimanche suivant, Jeanne prend le train pour Dieppe avec Lucas. Dans son sac, elle a glissé une photo de ses parents adoptifs et quelques questions soigneusement préparées. Elle va enfin découvrir qui elle est vraiment. Le train traverse la campagne normande, sous un ciel gris de novembre. Jeanne regarde défiler les paysages en pensant à cette grand-mère inconnue qui l'attend depuis un quart de siècle. À l'arrivée en gare de Dieppe, son cœur bat si fort qu'elle a peur de s'évanouir. Sur le quai, une petite dame aux cheveux blancs scrute anxieusement les voyageurs qui descendent. Leurs regards se croisent. Et instantanément, Henriette reconnaît les yeux verts de sa fille Sophie dans ceux de sa petite-fille. Henriette se précipite vers Jeanne avec une agilité surprenante pour ses 76 ans. Ses bras fragiles enveloppent sa petite-fille dans une étreinte qui efface 24 années de séparation. L'odeur de lavande et de biscuits faits maison transporte immédiatement Jeanne dans un monde de tendresse qu'elle n'a jamais connu. « Mon Dieu, comme tu ressembles à ta maman », murmure Henriette, les yeux brillants de larmes. Les mêmes yeux verts, le même sourire timide. Lucas reste discrètement en retrait, ému par cette scène de retrouvailles. Il comprend instinctivement que ce moment appartient exclusivement à ces deux femmes qui se retrouvent enfin. Le taxi les conduit vers une petite maison de briques rouges, typique de l'architecture normande. Le jardin soigneusement entretenu déborde de rosiers et d'hortensias, même en cette fin novembre. Henriette pousse la porte d'entrée avec fierté. « Bienvenue chez nous, ma chérie, chez toi. » L'intérieur respire la chaleur d'un vrai foyer. Des photos de famille ornent chaque surface disponible, racontant une histoire d'amour familial authentique. Henriette guide Jeanne vers le salon où trône un portrait de mariage. Tes parents, Sophie et Marc, le jour de leur mariage. Tu avais 2 ans. Tu portais une petite robe rose. Tu étais leur fierté. Jeanne découvre le visage de sa mère biologique pour la première fois. Sophie Moreau avait effectivement ses yeux verts et ce sourire doux qu'elle reconnaît dans son miroir. Marc, grand et brun, tenait fermement la main de sa femme avec un regard plein d'amour. Ils étaient de comptables tous les deux. Ton père travaillait dans une petite entreprise de Rouen. Ta mère s'occupait de toi à plein temps. Il voulait avoir d'autres enfants. La voix d'Henriette se brise. L'accident a eu lieu un dimanche soir. Il revenait de chez des amis. Un chauffard ivre. Cette révélation bouleverse Jeanne. Ses parents biologiques l'aimaient, voulaient agrandir leur famille. Quel contraste avec les mensonges cruels de Marie et Philippe qui prétendaient qu'elle avait été abandonnée comme un déchet.
Henriette disparaît quelques minutes et revient avec une boîte en carton soigneusement conservée. J'ai gardé tes affaires d'enfant, ta chambre aussi, au premier étage. J'espérais toujours que tu reviendrais. Les mains tremblantes, Jeanne découvre ses premiers jouets, des vêtements miniatures, un carnet de santé rempli avec amour par ses vrais parents. Chaque objet raconte une histoire d'affection parentale qu'elle n'a jamais connue. Pourquoi n'avez-vous pas pu me reprendre après l'accident ? J'ai essayé, ma chérie. Mais j'avais 65 ans à l'époque. Mes revenus étaient modestes. Les services sociaux ont estimé qu'un couple plus jeune t'offrirait de meilleures opportunités. Henriette soupire amèrement. Marie et Philippe semblaient parfaits sur le papier. Bourgeois, aisés financièrement, catholiques pratiquants. L'ironie de la situation frappe Jeanne comme une gifle. Sa grand-mère, cette femme pleine d'amour authentique, a été écartée au profit de 2 personnes qui n'ont jamais su l'aimer vraiment. J'ai tenté de reprendre contact plusieurs fois. À tes 18 ans, j'ai même engagé un avocat. Mais l'adoption était fermée. Ils avaient tous les droits. Pendant ce récit émouvant, à 150 km de là, Marie découvre une facture de chauffage impayée qui s'élève à 300 €. Sans les avances discrètes de Jeanne, leur budget familial se désagrège progressivement. Philippe, il faut absolument qu'on retrouve le numéro de Jeanne. Nos finances deviennent compliquées. Mais Philippe, trop orgueilleux pour admettre leurs erreurs, refuse de reconnaître leur dépendance financière envers celle qu'ils ont rejetée si brutalement. Le soir tombe sur Dieppe. Henriette prépare un dîner simple mais délicieux, pendant que Jeanne explore la chambre de sa mère, religieusement conservée. Les livres d'école, les peluches, les photos d'adolescence, tout témoigne d'une enfance heureuse dans cette maison emplie d'amour. « Grand-maman » dit Jeanne en redescendant. « J'aimerais venir vous voir régulièrement, si vous voulez bien de moi. Ma chérie, tu es chez toi ici. Cette maison t'attend depuis 24 ans. » En repartant vers le train, Jeanne serre contre elle une photo de ses parents biologiques qu'Henriette lui a offerte. Pour la première fois de sa vie, elle sait d'où elle vient et qui elle est vraiment. Mais une question brûlante commence à germer dans son esprit. Combien d'autres mensonges Marie et Philippe lui ont-ils racontés ? Décembre arrive avec ses premières gelées. Jeanne a pris ses habitudes. Travaille la semaine, cours de comptabilité le mardi et jeudi soir, week-end chez Lucas, ou visite à Henriette à Dieppe. Cette nouvelle routine lui apporte une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Ce matin-là, en consultant ses relevés bancaires, elle découvre avec satisfaction que ses économies atteignent maintenant 23 000 €. Sans les cadeaux forcés à Marie et Philippe, son argent reste enfin dans son portefeuille. Son nouveau téléphone vibre. Numéro inconnu de la région parisienne. Jeanne hésite, puis décroche. « Allô ? Jeanne ? Enfin ! C'est maman !» La voix de Marie, faussement enjouée, lui glace le sang. Comment a-t-elle obtenu son nouveau numéro ? « Nous te cherchons partout, ma chérie. Tu nous manques terriblement à la maison. » Jeanne reste silencieuse, laissant parler cette femme qui l'a jetée dehors il y a 2 mois comme un déchet. « Écoute, il faut qu'on se voie. On a eu des mots, c'est vrai, mais la famille, c'est sacré. » Philippe regrette ses paroles, moi aussi. Aucune excuse sincère, aucune reconnaissance de leur tort, juste cette manipulation affective habituelle que Jeanne reconnaît parfaitement. « Comment avez-vous eu mon numéro ? » ?»« Par ton entreprise, ma chérie. On s'inquiétait pour toi. » Mensonge évident. Les entreprises ne donnent jamais les coordonnées personnelles de leurs employés. Ils ont probablement harcelé ses collègues ou soudoyé quelqu'un. Que voulez-vous exactement ? Marie hésite, puis lâche le morceau avec une fausse désinvolture. Eh bien, on traverse une petite période difficile financièrement. Tu sais, avec la crise, si tu pouvais nous dépanner de 2 000 €, juste temporairement, voilà la vérité. Ils ne s'inquiètent pas pour elle. Ils ont besoin de son argent. Cette demande pathétique confirme ce que Jeanne soupçonnait. Sans elle, leur train de vie s'effondre. Je dois raccrocher. Au revoir. Attends, Jeanne, ne sois pas égoïste. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Jeanne coupe la communication et bloque immédiatement ce nouveau numéro. Ses mains tremblent de colère et de dégoût. Le soir même, elle raconte cette conversation à Lucas et Henriette, venus passer le week-end chez eux.
Sa grand-mère écoute attentivement, puis secoue la tête avec tristesse. « Ma pauvre chérie, ils ne changeront jamais. Pour eux, tu n'as toujours été qu'un portefeuille sur pattes. » Cette expression fait sourire amèrement Jeanne. Un portefeuille sur pattes. C'est exactement ça. Henriette a raison, ajoute Lucas. Ils t'appellent quand ils ont besoin d'argent, pas quand ils s'inquiètent pour toi. Cette même semaine, Marie et Philippe découvrent l'ampleur de leurs difficultés. Leur banquier, Monsieur Lemoine, leur accorde un dernier délai pour régulariser leur découvert qui atteint maintenant 1 200 €. Madame Rousseau, votre situation devient préoccupante. Vos revenus ne couvrent plus vos dépenses depuis plusieurs mois. Marie sort de la banque humiliée, réalisant enfin que les petites aides de Jeanne représentaient bien plus qu'elle ne l'imaginait. Tous ces restaurants payés ensemble, ces factures avancées, ces cadeaux offerts. Jeanne subventionnait discrètement leur mode de vie bourgeois. Philippe, lui, refuse obstinément d'admettre la réalité. Il préfère accuser Jeanne d'ingratitude plutôt que de reconnaître leur dépendance financière. Cette gamine nous fait du chantage, après tout ce qu'on a fait pour elle. Mais Marie commence à comprendre l'ironie cruelle de la situation. Celle qu'ils avaient toujours considérée comme leur obligée était en réalité devenue leur bienfaitrice involontaire. Le samedi suivant, en visitant Henriette, Jeanne découvre d'autres photos de ses parents biologiques. Sophie enceinte, radieuse de bonheur. Marc assemblant un berceau avec concentration. Des images d'un amour parental authentique qui lui serre le cœur. « Il t'attendait avec tant d'impatience », confie Henriette. « Ta maman avait déjà préparé ta chambre, tes petits vêtements. » Ces révélations renforcent la détermination de Jeanne. Elle a enfin trouvé sa vraie famille, celle qu'il a aimée dès le premier jour. Marie et Philippe appartiennent définitivement au passé. Pourtant, une question la taraude encore. Jusqu'où iront-ils pour récupérer leur portefeuille sur pattes ? La réponse arrive plus vite qu'elle ne l'imagine. Le train de Dieppe traverse la campagne normande sous un ciel de janvier particulièrement lumineux. Jeanne serre contre elle un petit paquet soigneusement emballé. Le premier cadeau qu'elle offre à sa grand-mère pour ses 77 ans. Une écharpe en cachemire choisie avec amour, pas par obligation. Henriette l'accueille dans sa cuisine où flotte l'odeur des madeleines qu'elle vient de sortir du four. Cette tradition dominicale est devenue sacrée pour Jeanne. Partager ces moments simples mais authentiques avec la seule personne qu'il ait vraiment aimée sans condition. « Ma chérie, j'ai une surprise pour toi aujourd'hui. » Henriette guide Jeanne vers le salon où attend un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants. Il se lève avec un sourire timide et des yeux verts identiques à ceux de Jeanne. « Voici Michel, ton oncle, le frère de ta maman. » L'émotion submerge Jeanne. Elle a un oncle. Michel la prend délicatement dans ses bras, comme s'il manipulait un trésor fragile retrouvé après des décennies. Sophie me parlait tout le temps de sa petite fille aux yeux verts. Tu lui ressembles tellement. Michel enseigne l'histoire dans un lycée de Toulouse. Divorcé, père de 2 enfants majeurs, il a consacré une partie de sa vie à rechercher sa nièce disparue après l'adoption fermée. J'ai tenté plusieurs fois de reprendre contact avec toi. Les services sociaux invoquaient toujours la confidentialité de l'adoption. Assis autour de la table familiale, ils reconstituent ensemble le puzzle de leur histoire commune. Michel sort de son sac une enveloppe jaunie par le temps. Voici la dernière lettre que ta maman m'a écrite. 3 jours avant l'accident. Les mains tremblantes, Jeanne découvre l'écriture ronde de Sophie. Mon petit Michel. Jeanne grandit si vite. Elle commence à dire des phrases entières. Marc et moi sommes si fiers d'elle. J'ai hâte que tu la revoies à Noël. Cette lettre d'amour maternel contraste cruellement avec les mensonges de Marie et Philippe. Sophie rayonnait de bonheur en parlant de sa fille, planifiait leur avenir ensemble, rêvait de voir grandir son enfant. Tes parents étaient les comptables tous les deux. Ton père travaillait dans un cabinet à Rouen. Ta mère avait arrêté provisoirement pour s'occuper de toi, mais elle comptait reprendre quand tu aurais 5 ans. Ils économisaient pour t'acheter une maison avec un grand jardin. Chaque révélation renforce la certitude de Jeanne. Elle était désirée, aimée, attendue. Ses vrais parents construisaient un avenir pour elle, contrairement à Marie et Philippe, qui l'ont toujours considérée comme un fardeau social. L'après-midi se prolonge autour des albums photos qu'Henriette et Michel ont religieusement conservés. Jeanne découvre sa mère, enfant, adolescente, jeune femme amoureuse.
Elle retrouve ses propres expressions dans ce visage aimé, comprend enfin d'où viennent ses gestes, ses mimiques, son caractère déterminé. « Tu as aussi hérité du tempérament de ton père », sourit Michel. Marc était quelqu'un de généreux, mais qui ne supportait pas l'injustice. Exactement comme toi. Cette phrase résonne profondément en Jeanne. Son besoin viscéral de justice, sa générosité naturelle, sa difficulté à accepter les compromissions. Tout s'explique enfin par l'hérédité. Lucas, qui était resté discrètement en retrait pendant ses retrouvailles familiales, se voit immédiatement intégré par Henriette et Michel. Il le questionne sur son travail, ses projets, l'accepte spontanément comme le futur mari de leur Jeanne. « Vous savez, » confie Michel en aparté à Lucas, « Sophie aurait adoré un gendre comme vous. Simple, honnête, travailleur. » En fin d'après-midi, Henriette emmène Jeanne dans le grenier pour lui montrer un dernier trésor, un coffre en bois contenant les affaires de bébé soigneusement conservées. Brassière tricotée main, chaussons assortis, doudou en peluche usé par l'amour. Ta maman avait tout gardé pour tes futurs enfants. Elle disait toujours, un jour, Jeanne sera maman à son tour. Cette prévoyance maternelle émeut Jeanne aux larmes. Sophie pensait déjà aux petits-enfants qu'elle ne connaîtrait jamais, préparer l'avenir avec cette générosité qui traverse les générations. Le train du retour vers Paris permet à Jeanne de digérer ces découvertes bouleversantes. Elle tient dans son sac une photo de ses parents le jour de sa naissance, le regard illuminé par l'amour parental le plus pur. Pour la première fois de sa vie, elle sait exactement qui elle est et d'où elle vient. Cette certitude lui donne une force nouvelle pour affronter ce qui l'attend, car elle le sent. Marie et Philippe ne renoncent jamais facilement à leur portefeuille sur pattes. Mars arrive avec ses premiers bourgeons. Jeanne savoure son café matinal en consultant ses relevés bancaires. 26 000 € d'économie. Sa promotion lui permet d'épargner près de 1 000 € par mois, construisant méthodiquement son indépendance financière. Son téléphone sonne. Numéro inconnu, encore une fois. Jeanne ? C'est Marie ? Cette voix qu'elle reconnaîtrait entre mille sonne différemment aujourd'hui. Plus faible, presque suppliante. Nous devons nous voir. C'est important. Philippe et moi, nous traversons une période très difficile. Je vous écoute. Pas au téléphone. S'il te plaît, accorde-nous 1 heure. 1 seule heure pour parler. Jeanne hésite. Depuis sa dernière visite chez Henriette et Michel, elle se sent suffisamment forte pour affronter ces 2 personnes qui ont empoisonné sa jeunesse. Elle a besoin de cette confrontation pour tourner définitivement la page. D'accord. Café des Arcades. Demain 15h. Lucas m'accompagne. Jeanne, attends. Elle raccroche sans laisser à Marie le temps de négocier. Cette rencontre aura lieu selon ses conditions, ou pas du tout. Le lendemain, Jeanne arrive au café avec 10 minutes d'avance. Lucas s'installe à une table voisine, suffisamment proche pour intervenir si nécessaire, assez loin pour respecter l'intimité de cette conversation. Marie et Philippe entrent avec 15 minutes de retard. Jeanne les observe froidement. Ils ont vieilli, semblent fatigués, portent des vêtements moins élégants qu'autrefois. Les soucis financiers marquent leur visage. « Jeanne, ma chérie, comme tu nous as manqué !» Marie tente un élan affectueux que Jeanne esquive poliment. Elle s'assoit face à eux, droite et déterminée. « Que voulez-vous exactement ?» Philippe, toujours aussi arrogant malgré les circonstances, prend la parole d'un ton paternaliste. « Nous traversons une mauvaise passe financière. Temporaire, bien sûr. Si tu pouvais nous aider... » « Combien ? 15 000 €. Juste le temps de redresser la situation. » Jeanne éclate d'un rire sans joie. 15 000 €, plus de la moitié de ses économies pour sauver ces gens qui l'ont jeté comme un déchet. Vous vous souvenez de vos dernières paroles ? Tu es morte pour nous. Va t'installer là où ils te veulent vraiment. Marie baisse les yeux, visiblement mal à l'aise. Philippe, lui, reste sur sa position. On était en colère. Les familles se disputent parfois, c'est normal. Les familles ? Répète Jeanne avec un sourire glacial. Vous m'avez dit clairement que je n'étais qu'un invité dans votre maison. Elle sort de son sac la photo de ses parents biologiques qu'Henriette lui a donnée et la pose sur la table. Voici ma vraie famille, Sophie et Marc Moreau. Ils m'aimaient vraiment, eux. Le silence qui suit est pesant. Marie contemple la photo avec un mélange de gêne et de curiosité. Tu as retrouvé ta famille biologique ? Oui.
ma grand-mère Henriette, mon oncle Michel. Des gens qui m'ont cherché pendant 24 ans parce qu'ils m'aimaient, pas comme vous, qui m'avez gardé par obligation sociale. Philippe se redresse, retrouvant momentanément sa superbe. Nous t'avons élevé, nourri, logé pendant 24 ans. Tu nous dois de la reconnaissance. De la reconnaissance? La voix de Jeanne se durcit. J'ai calculé, Philippe. En 8 ans, je vous ai donné 30 000 €. Vacances, prêts jamais remboursés, cadeaux, services gratuits. Qui doit de la reconnaissance à qui? Cette révélation les fait blêmir. Ils n'avaient jamais réalisé l'ampleur de leur dépendance financière envers celle qu'ils considéraient comme leur obligée. Marie tente une dernière carte. Nous regrettons nos paroles. On peut recommencer, oublier tout ça. Non. La réponse de Jeanne tombe comme un coup près. Vous m'avez jeté quand j'étais vulnérable. Maintenant que vous avez besoin d'argent, vous revenez. Ce n'est pas de l'amour, c'est du calcul. Elle se lève, digne et sereine. J'ai trouvé l'amour que vous ne m'avez jamais donné. Une vraie famille qui m'accepte sans condition. Lucas qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Philippe tente un dernier chantage. Si tu ne nous aides pas, on risque de perdre la maison. Vous m'avez jeté de cette maison. Assumez les conséquences de vos choix. Jeanne remet la photo dans son sac et regarde une dernière fois ces 2 personnes qui ont gâché sa jeunesse. Au revoir. Définitivement. Elle sort du café accompagnée de Lucas, laissant Marie et Philippe face à leurs responsabilités. Pour la première fois de sa vie, elle se sent complètement libre du poids de cette fausse famille. Le chapitre de son passé douloureux se referme enfin. Il est temps d'écrire une nouvelle histoire, avec ceux qui l'aiment vraiment. 2 ans plus tard, septembre 2025, le soleil de fin d'été baigne la petite église de Dieppe d'une lumière dorée. Jeanne ajuste sa robe de mariée simple mais élégante devant le miroir de la sacristie. Henriette, radieuse dans son tailleur bleu marine, arrange délicatement le voile de sa petite fille. « Ta maman aurait été si fière de te voir aujourd'hui » murmure-t-elle, les yeux brillants d'émotion. Jeanne serre tendrement la main de sa grand-mère. Ces 2 années ont transformé sa vie au-delà de tous ses rêves. Sa promotion en responsable comptable dans un cabinet prestigieux lui rapporte maintenant 3 400 € mensuels. Plus important encore, elle a construit un bonheur authentique avec ceux qui l'aiment vraiment. L'église se remplit doucement des invités choisis avec soin. Michel et ses 2 enfants, venus spécialement de Toulouse. Les collègues de travail de Jeanne qui sont devenus de vrais amis. Les clients du garage de Lucas, qui le considèrent comme un fils. Pas de fausse famille, pas d'hypocrisie sociale, juste des gens sincères réunis pour célébrer l'amour. Dans le petit appartement au-dessus du garage, devenu leur vrai foyer, Lucas ajuste sa cravate devant la glace. Il a racheté l'affaire de son ancien patron l'année dernière et développé brillamment l'entreprise. Leur réussite commune repose sur des valeurs solides. Travail, honnêteté, respect mutuel. « Prêt, mon vieux ?» lui demande son témoin, son meilleur ami depuis l'enfance. Plus que jamais. La cérémonie se déroule dans l'intimité et la simplicité. Quand Jeanne remonte l'allée au bras d'Henriette, seule famille qui compte vraiment, son cœur déborde de gratitude. Lucas l'attend devant l'autel, ému aux larmes par la beauté de ce moment qu'ils ont construit ensemble. « Oui, je le veux », prononce Jeanne d'une voix claire qui résonne dans toute l'église. Ces mots simples scellent enfin son bonheur mérité. La réception a lieu dans le jardin d'Henriette, décoré de roses blanches et de guirlandes lumineuses. Michel porte un toast émouvant en évoquant Sophie et Marc, qui auraient adoré accueillir Lucas dans la famille. Les rires et les conversations chaleureuses remplacent enfin les silences glacés de son ancienne vie. Au coucher du soleil, Jeanne s'éclipse quelques minutes pour contempler la mer depuis la falaise. Lucas la rejoint et l'enveloppe tendrement de ses bras. « À quoi tu penses, Madame Moreau ?» Jeanne a repris le nom de ses vrais parents après le mariage civil. Plus jamais elle ne portera celui des Rousseau. Je pense que j'ai enfin trouvé ma place dans ce monde. Et moi, j'ai trouvé la femme de ma vie. Ils s'embrassent tendrement face à l'horizon infini, construisant leur avenir sur des fondations d'amour authentiques. Pendant ce temps, à 150 km de là, Marie signe les derniers papiers de vente de leur maison bourgeoise. Contraints de déménager dans un petit appartement, Marie et Philippe vivent les conséquences de leur choix. Philippe,
toujours amère, refusent d'admettre leurs erreurs. Mais Marie, elle, comprend enfin l'ampleur de ce qu'ils ont perdu en rejetant Jeanne. Parfois, elle regarde les faire-part de mariage trouvés sur Internet et se demande ce qui se serait passé si elle avait su aimer vraiment cette petite fille adoptée. Mais il est trop tard. Certaines blessures ne se réparent jamais. Un an plus tard, dans la maison de Dieppe qu'Henriette leur a léguée de son vivant, Jeanne berce doucement son fils nouveau-né. Lucas, attendri, contemple sa femme et leur enfant avec émerveillement. « Comment on va l'appeler » chuchote-t-il. « Marc, comme son grand-père qu'il n'aura jamais connu mais qu'il aurait tant aimé. » Dans cette chambre baignée de lumière dorée, entourée de l'amour de sa vraie famille, Jeanne a enfin réparé le cycle brisé de son enfance. Son fils grandira dans la tendresse qu'elle n'a jamais reçue, protégé par des parents qui l'ont désiré et l'aimeront sans condition. L'histoire se termine comme elle aurait toujours dû commencer, par l'amour inconditionnel d'une vraie famille. Sur la table de chevet trône la dernière photo de Sophie enceinte, souriant à l'avenir qu'elle ne verrait jamais, mais qu'elle avait rêvé pour sa fille. Jeanne a tenu cette promesse silencieuse. Elle est devenue la femme aimante et épanouie que ses parents biologiques espéraient qu'elle soit. Et quelque part, dans un monde meilleur, Sophie et Marc veillent sur leurs petits-enfants avec fierté.